Pour que nature vive. Pour que nature Pour que vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Tout bouge. La vie ne fait que bouger. Souvent, dans les sociétés humaines, c'est la femme qui bouge et qui va aller dans le village de l'homme. Les orques et les cachalots viennent se nourrir directement sur les lignes de pêche. S'inspirer du vivant semble une réponse presque évidente. Tout a l'air calculé au millimètre. Comment peut-on avoir un dispositif aussi formidable ? Non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait. Peut-être que la nature pourra devenir un levier pour expérimenter ensemble l'aventure de la transition. Biomimétisme, apprendre du vivant. Avec Estelle Cruz. Et si les plus grandes innovations pour répondre aux défis de la transition écologique, économique et sociétale existaient déjà, sous nos yeux ? C'est le point de départ du biomimétisme, une approche scientifique et philosophique qui consiste à s'inspirer du vivant pour produire de manière plus sobre, plus écologique, aussi bien des bâtiments que des biens de consommation courante. Une véritable révolution pour notre bien commun à tous, que va nous exposer Estelle Cruz. Vous êtes architecte ingénieur et docteur en écologie et environnement du Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes affilié au laboratoire Mecadev et vous œuvrez par ailleurs au CBIOS, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça ? Bonjour Estelle. Oui, c'est bien ça, bonjour. Alors on va commencer par le commencement, le terme très simple à comprendre, le biomimétisme, ça revient à imiter la nature. Mais pourquoi faire ? Enfin, dans quel but, nous autres humains, faisons-nous beaucoup de recherches pour reproduire ce que la nature fait déjà simplement par elle-même ? Le biomimétisme, c'est considérer que le vivant est un fabuleux laboratoire de recherche et développement et que pendant près de 3,8 milliards d'années, les organismes biologiques ont évolué et suivant les pressions environnementales auxquelles ils ont été soumis, ils se sont adaptés. Donc finalement, aujourd'hui, si on regarde les systèmes vivants, ils sont le résultat d'adaptations qui ont été progressives au fil des millions d'années. Et donc, tout l'enjeu est de s'inspirer de ces innovations biologiques pour améliorer nos systèmes techniques. Alors je vais peut-être un peu vite en besogne quand je dis qu'on ne s'est pas toujours inspiré du vivant. En réalité, c'est surtout depuis la première révolution industrielle que la notion de progrès, elle semble mesurée uniquement par le prisme des innovations issues de l'esprit humain. Les anciens, eux, ils avaient un peu plus d'humilité et ils observaient un peu plus la nature pour voir ce qu'elle pouvait nous apporter comme avantage, non ? Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire ça, et c'est en particulier dans les sciences de la conception, typiquement architecture et design. En tant qu'espèce humaine, on a toujours eu un lien fort avec le vivant. Et si on regarde par exemple dans les courants Art Nouveau, avec les bouches de métro à Paris d'Hector Guimard qui reprennent les formes courbes du vivant. Donc finalement, on avait cette approche un peu formelle. On venait reprendre des formes, des courbes, des inspirations presque de l'ornement du vivant. Et donc vraiment, aujourd'hui, ce rapport, ce basculement, regarder le vivant pour résoudre des enjeux de la transition et surtout regarder d'un point de vue scientifique les performances biologiques pour les transférer, c'est ça qui va être nouveau en termes d'approche. Et le fait d'être aussi pluridisciplinaire finalement, avant ces concepteurs qui observaient le vivant, c'était essentiellement porté par des designers, par des architectes, et aujourd'hui tout l'enjeu est d'avoir un dialogue qui va être pluridisciplinaire, où on va intégrer des biologistes, des philosophes, des ingénieurs et tout profil très différents qui vont faciliter ce transfert de la biologie à la technologie. Au-delà de votre cas personnel, comment est-ce qu'on devient biomiméticien ou miméticienne ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de profils qui sont très différents et qu'il n'y a pas un profil type vu qu'on est dans un domaine qui est pluridisciplinaire. Alors il existe des formations, le master NID, Nature Inspired Design, développé par l'ENSI, qui est le premier master français, en partenariat justement avec le muséum, qui permet de développer ses compétences et justement être facilitateur entre ces deux domaines qui sont les sciences de la conception et les sciences de la biologie. Alors il y a une pluralité d'approches pour devenir biomiméticien. Vous, en fait, c'est en
en découvrant une conférence sur un immeuble inspiré d'une termitière au Zimbabwe, que vous avez décidé de boucler votre sac à dos et de partir voir ce bâtiment emblématique et même de faire un petit tour du monde des innovations biomimétiques. Oui, c'est vrai. C'était en 2019 et ce qui est assez fascinant avec ce bâtiment qui se trouve à Harare, au Zimbabwe, conçu par l'architecte Mick Pierce, en 96 d'ailleurs, donc ça date et c'est un bâtiment qui aujourd'hui fonctionne pleinement avec un système de ventilation passif. Donc ce système, il est inspiré des termitières, donc avec une régulation de la température et de la qualité de l'air qui va être complètement passive par un système de cheminée. Il y a quelque chose d'assez fascinant de remarquer qu'on a des organismes biologiques qui sont des systèmes complexes, qui doivent répondre à une multitude de paramètres et qui vont le faire avec une évolution dans le temps, à différentes échelles de taille. Et forcément pour le bâtiment qui est aussi un objet complexe soumis à plein de variations et qui doit répondre à de nombreux paramètres, s'inspirer du vivant semble une réponse presque évidente, étant donné les similarités entre nos systèmes techniques, nos systèmes humains et les systèmes biologiques. Sauf qu'évidemment, il y a le poids des stéréotypes, parce que les termites ont très mauvaise presse. Donc c'est peut-être ça qui explique qu'on se dit que cet animal un peu nuisible ne peut rien nous apprendre de bon, et qu'a priori, s'il a fait une petite termitière, il n'y a pas de propriété dont on devrait s'inspirer. Il a fallu déconstruire vos stéréotypes pour aller au-devant de ce bâtiment, non ? Oui, c'est ça qui est assez magique, c'est que finalement, aujourd'hui dans le bâtiment, on essaye de sortir le vivant, on essaye d'aseptiser les espaces, d'améliorer la qualité de l'air, donc évidemment que c'est pas souhaitable d'avoir des moisissures à l'intérieur d'un bâtiment, qu'on doit sortir les nuisibles, mais c'est aussi finalement merveilleux de se dire qu'on peut poser un regard qui est complètement différent et construire un rapport au vivant via le bâtiment, et finalement tout l'enjeu va être d'accueillir ce vivant, alors peut-être de la biodiversité, des espèces qui sont souhaitables d'accueillir dans le bâtiment en ville. Ce regard différent qu'on vient poser sur le vivant permet le développement d'innovations qui vont être responsables dans le sens des enjeux environnementaux. À part le Zimbabwe, est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui vous a semblé largement en avance sur la France en termes d'observation biomimétique ? En Allemagne, et spécifiquement à l'université de Stuttgart, il y a 2 laboratoires, ITKE et ICD, qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années sur les questions d'architecture. Ils sont dans la lignée des travaux de l'architecte allemand Frei Otto, qui avait fait le stade de Munich, par exemple, en 1967, ou plusieurs pavillons d'exposition universelle. Donc aujourd'hui, oui, sont clairement les plus avancés d'un point de vue architecture, dans le sens où chaque année, ils identifient un modèle biologique, une propriété. Par exemple, la manière dont sont enchevêtrées les plaques des oursins à la surface de l'enveloppe. Et donc, ils sont par exemple partis de ce principe-là pour constituer une façade avec des plaques qui vont être articulées entre elles, et donc sans utilisation de colle ou de jointure particulière. Et donc chaque année, ils proposent un pavillon de recherche qui abstrait une propriété biologique, et ils vont pousser le concept jusqu'au bout, jusqu'au stade de pavillon. Et donc là, on l'entend très bien avec cet exemple précis. Le but, c'est toujours effectivement de faire plus sobre, d'utiliser moins de matériaux, moins d'artificialisation pour un meilleur rendement énergétique dans le cadre des bâtiments, par exemple. Oui, c'est vraiment l'enjeu. Et après, on a des enjeux à 2 niveaux. Donc il y a l'approche qui est très fonctionnelle, qui est très technique. Donc par exemple, l'allègement des structures. Un mur plein de matériaux dans le vivant, ça n'a pas de sens. On vient vraiment mettre la matière au bon endroit où elle est nécessaire, où on a les forces qui vont s'appliquer. Donc ça, c'est une approche qui est très fonctionnelle. On a un problème technique, par exemple un problème de thermique, un problème mécanique, acoustique, de régulation lumineuse. Et puis, il y a l'autre enjeu qui est plus large, plus écosystémique, qui va être de réintégrer plus largement le bâtiment ou nos activités et nos services dans les écosystèmes existants. Donc ces 2 approches, finalement, elles se répondent. C'est soit on a un problème technique ciblé et on vient y répondre par des modèles biologiques, soit on a une approche de performance environnementale globale plus large, où là, on va chercher à réintégrer dans les écosystèmes existants, par exemple ici, le bâtiment.
De ces deux écoles du biomimétisme, laquelle est la plus employée actuellement et pourquoi d'après vous ? Alors ces deux écoles, elles ont été définies par une norme en biomimétisme, et donc en effet il y en a deux qui sont utilisées différemment au cours de l'histoire du biomimétisme. Alors la première, ça va être l'approche de la biologie à la technologie qu'on va appeler une poussée biologique. Donc un concepteur observe une propriété remarquable du vivant, type des propriétés de super-hydrophobie de certains végétaux, par exemple qu'on qualifie d'effet lotus, donc les propriétés auto-nettoyantes à la surface des feuilles. Et donc à partir de l'observation de cette propriété biologique, on vient transférer à la technique et concevoir un système bio-inspiré qui transfère cette propriété-là. Historiquement, c'est plutôt l'approche qui a été développée au tout début et qui a fait un peu un effet médiatique finalement, qui a lancé le biomimétisme et qui rendait l'approche si fascinante. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que finalement, donc on a quelques innovations qui sont dans cette lignée-là, comme l'Eastgate Building dont on parlait tout à l'heure, à Harare au Zimbabwe. Et finalement, on se rend compte que développer le biomimétisme, c'est plus complexe que ça. Il suffit pas d'observer des propriétés remarquables dans le vivant et ensuite de les transférer, parce que aujourd'hui, au regard des enjeux techniques qu'on va avoir et tout secteur, qu'on soit dans le bâtiment, l'aéronautique, etc., matériaux, on va avoir une problématique généralement qui est bien définie, super-hydrophobie par exemple, ou type accrocher, coller, joindre deux éléments entre eux. Et à partir de ça, on va chercher les systèmes biologiques qui répondent à cet enjeu-là. Donc on a au début une question et pas de système biologique. Donc il faut qu'on aille fouiller dans les bases de données, dans le savoir en biologie qu'on a aujourd'hui, pour identifier le ou les modèles qui vont répondre à notre problématique. Donc ça, cette approche-là, elle s'appelle technologie à la biologie, donc ce qu'on appelle un attrait technologique dans la norme ISO. Et tout l'enjeu aujourd'hui est d'accéder à ce savoir en biologie, parce que finalement, les connaissances sont structurées par et pour les biologistes, et ça ne correspond pas tout à fait à la manière dont les ingénieurs vont avoir besoin d'accéder à ce savoir en biologie. Et si on prend par exemple le fait d'adhérer à un élément, si on prend ça comme problème initial, à partir de ça, dans le vivant, on va avoir plein de manières d'adhérer. Par exemple, la colle qui est sécrétée par les moules pour s'accrocher au rocher, c'est une solution, c'est une manière de répondre à ce problème d'adhésion. Mais aussi, on peut avoir tout ce qui va être accroche sans solvant particulier, donc le fait d'avoir des crochets type la fleur de bardane, type le lierre qui va s'accrocher en façade, donc on est sur une accroche qui est plutôt mécanique. On peut avoir encore plein de manières de coller, comme les pattes du gecko, exemple assez célèbre en biomimétisme, où justement, par la force de Van der Waals, on va avoir une adhésion qui va être réversible, sans solvant et sans accroche mécanique. Mais non, on est plutôt sur des forces électrostatiques. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette approche-là, donc la deuxième, donc un attrait technologique, et c'est pour ça que le biomimétisme est aujourd'hui dans une phase de réel développement, parce qu'on a commencé à structurer les normes, les outils, les méthodologies qui nous permettent justement d'accéder à la connaissance en biologie, de structurer notre problématique et ensuite d'identifier les modèles biologiques pour les transférer à un problème technique. Vous, votre thèse, elle portait sur l'habitat, et en matière environnementale, ce secteur, c'est un gigantesque chantier, depuis la rénovation thermique jusqu'aux bâtiments sobres en énergie à réhabiliter. Est-ce que le biomimétisme, c'est une approche pertinente pour ces sujets ? En effet, dans l'habitat, il y a un enjeu environnemental qui est énorme. C'est pas forcément toujours palpable, mais si on regarde l'empreinte carbone par habitant, finalement, plus d'un tiers de notre empreinte carbone concerne l'habitat, donc le chauffage, ventilation, construction, rénovation du bâtiment. Donc il y a des enjeux qui sont vraiment conséquents autour de l'habitat. Encore une fois, on peut appliquer soit l'approche très technique, fonctionnelle, donc
performance de l'enveloppe, performance de la façade, régulation thermique efficace par l'enveloppe, ou alors on peut appliquer une approche qui va être plus écosystémique, donc réintégrer les bâtiments existants dans les écosystèmes, accueillir la biodiversité, réintégrer surtout la ville et les quartiers dans le cycle de l'eau, dans le cycle du carbone. Mon doctorat portait plutôt sur l'approche fonctionnelle. Par exemple, comme un système biologique, une enveloppe de bâtiment va être soumise à des variations thermiques, des variations acoustiques. Et donc, pour autant, la façade doit assurer un confort intérieur qui va être constant. Par exemple, dans notre logement, on souhaite que l'ambiance acoustique ne dépasse pas tant de décibels. On souhaite avoir toujours une température entre 19 et 21 degrés, qui va être une température de confort. Et finalement, tout l'enjeu de ce doctorat était de regarder comment est-ce que les enveloppes biologiques, donc peau, poils, plumes, écailles, cuticules d'insectes, régulent ces paramètres environnementaux, donc variation température, lumière, pour avoir une ambiance intérieure qui va être constante. Si vous prenez un mammifère, par exemple, il va avoir une température corporelle qui va être constante. Et pourtant, il est tout le temps soumis à des variations thermiques qui vont être très différentes. Pour rester sur le domaine de l'habitat que vous connaissez le mieux, puisqu'au début vous évoquiez le fait que le biomimétisme c'est très pluridisciplinaire, du coup vous travaillez avec des élus, des architectes, des urbanistes ou carrément des promoteurs immobiliers, enfin ça remonte jusqu'où le biomimétisme? C'est très transversal parce que si on veut impacter l'ensemble des pratiques architecturales pour avoir un objectif d'être régénératif, de réintégrer la ville et les bâtiments dans les écosystèmes existants, on a besoin de travailler à tous les niveaux. Et ça passe par les élus qui vont être en charge des appels d'offres, ça passe par les praticiens du bâtiment, donc promoteurs, architectes, bureaux d'études, et puis jusqu'aux constructeurs qui vont mettre en œuvre et concevoir ces bâtiments, puis les usagers aussi, qui doivent être sensibilisés parce que si on veut avoir cette approche globale, on a besoin aussi d'accompagner l'usager dans la manière peut-être un peu différente d'habiter ce nouveau rapport au vivant qui est créé via l'habitat. Donc finalement, on a besoin de réfléchir à toutes les échelles de la filière bâtiment. Alors quand on y regarde d'un peu plus près, le biomimétisme est désormais partout, en agriculture évidemment, où on s'inspire des techniques les plus anciennes avec la permaculture et l'agroécologie, mais aussi dans l'industrie, le spatial, la cosmétique ou encore la mode, où il n'existe plus un vêtement technique ou un vêtement sportif dont la régulation pour la sudation ou les performances thermiques n'ait été envisagée à partir de biomimétisme. Alors c'est peut-être extrêmement sympathique, mais est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode ? Ou est-ce que c'est vraiment une prise de conscience durable ? Non, je pense qu'on a dépassé l'effet de mode, qu'aujourd'hui on se rend compte que l'approche du biomimétisme est extrêmement riche, qu'elle est transversale à plein de domaines différents, et que cette approche qui est systémique, qui répond à une problématique globale, propose des systèmes technologiques qui sont innovants, inspirés du vivant, qui nous permettent de nous reconnecter au vivant plus largement, n'est pas du tout un effet de mode, mais au contraire pleine de promesses pour la suite. Et cette approche qui est transversale, on le voit bien, elle peut s'appliquer à toutes nos activités humaines très différentes. Donc vous citiez la mode, par exemple. Aujourd'hui, on pourrait envisager de se passer de pigments dans le vivant. Si on regarde la manière de créer la couleur, soit on est sur de la coloration qui va être pigmentaire. Donc là, on est plutôt sur les couleurs type rouge, orange, marron, noir, avec de la mélamine. Et sinon, pour toutes les couleurs qui vont être plus côté bleu, vert, en grande majorité, dans le vivant, on va produire ces couleurs par des couleurs qui vont être structurales. Et donc, tout l'enjeu va être de structurer la matière à l'échelle nano pour que l'incidence du rayon lumineux produise la couleur. Et par exemple, vous avez des développements dans la mode, des bleus qui sont inspirés du papillon morpho, qui va avoir cette couleur bleue magnifique, métallique. Et des chercheurs ont développé des tissus qui reprennent ce procédé avec des couleurs qui vont être, par exemple, structurales. Donc il y a un enjeu de réduction d'utilisation de pigments, de matériaux, en structurant le matériau plutôt qu'en utilisant d'autres ressources.
Alors ce qui est vertigineux quand on vous écoute, c'est qu'il y a 2 échelles de temps qui se confrontent, souvent une R&D industrielle ou même publique qui est un peu obnubilée par du court terme parce qu'il faut tout de suite pouvoir produire des résultats, et puis la recherche biomimétique qui elle en revanche est sur du temps très long et avec des résultats par essence incertains parce qu'on part de la nature, on observe et on se demande si on arrive à le reproduire, mais ça ne marche pas à tous les coups. Est-ce que ça vous paraît un handicap insurmontable ou pas du tout ? Faut réfléchir à 2 niveaux. Le premier, c'est que regarder le fonctionnement du vivant à une échelle plus large, par exemple une échelle écosystémique, comment on réintègre nos produits et services dans les écosystèmes existants. Il y a des techniques et des systèmes qu'on connaît déjà, qu'on peut mettre en œuvre à court terme. Par exemple, sur le bâtiment, il y a plein de systèmes techniques qui permettent d'avoir des matériaux qui répondent aux variations climatiques, d'accueillir la biodiversité, avoir des systèmes de récupération d'eau. Donc, il y a déjà des systèmes qu'on peut intégrer massivement parce qu'on connaît ces technologies et ces techniques-là constructives. Donc ça, c'est un premier pas à très court terme, c'est possible de le faire, et à un coût qui va rester maîtrisé, dans le sens où ce sont des techniques qu'on connaît. Après, pour certaines propriétés de matériaux biologiques, on citait avant des propriétés mécaniques, acoustiques, thermiques. Là, évidemment, si on a besoin de caractériser ces super propriétés des matériaux biologiques, on est sur une échelle de recherche qui va être plus long terme. Donc on a besoin d'une première étape de collaboration avec des biologistes, de caractérisation assez précise, à multi-échelle. Donc ça fait appel à des technologies qui peuvent être matures, mais certaines technologies qui peuvent être nouvelles. Et puis ensuite, une fois qu'on a caractérisé ces principes-là, on a besoin de les transférer. Et donc à ce moment-là, oui, ça peut être des techniques qu'on connaît, type la manufacture impression 3D. Il faut peut-être aussi développer des nouvelles technologies. Donc là aussi, on est sur du plus long terme. Finalement, on a 2 niveaux. On a une mise en œuvre qui peut être plus court terme et puis une plus long terme. Mais ces 2 approches se répondent finalement, elles ne sont pas un frein au développement du biomimétisme. Pour conclure tout à fait, parlons un petit peu économie, puisqu'il semblerait que ce qui empêche le biomimétisme de prendre son essor, c'est qu'il semble plus cher à adopter donc à court terme. En revanche, si on regarde sur le très long terme, on serait tous gagnants, à la fois écologiquement et économiquement. Donc je sais que vous en êtes convaincus. Livrez-nous, Estelle, votre plus beau plaidoyer pour le biomimétisme. Bah oui, en effet, je suis convaincue qu'on a besoin de questionner ces indicateurs aussi. Donc vous citiez l'indicateur économique, mais aujourd'hui on voit que cette manière d'innover par le vivant, elle a un apport qui est beaucoup plus large. Elle limite notre empreinte environnementale, elle nous permet de créer un lien au vivant différent, et on innove par et pour le vivant. Donc finalement, on recrée un lien, entre guillemets, heureux au vivant. On s'affranchit de cette espèce de dualité qu'on va toujours avoir entre système humain et système vivant. Elle nous replace au sein de la biodiversité. Et puis, on voit aujourd'hui que c'est quelques années ou dizaines d'années peut-être qu'il faudrait pour développer le biomimétisme, cette innovation de rupture. Il faut la remettre en perspective depuis le début finalement de l'humanité. On se rend compte depuis la révolution industrielle, on a eu un impact qui est conséquent, qui va avoir des transformations profondes pour la suite de notre planète. Et donc, avoir développé quelques années de R&D pour l'innovation de rupture, pour nous réintégrer dans la biosphère et les systèmes vivants, est évidemment essentiel pour avancer. Et finalement, un petit investissement à l'échelle de l'humanité si c'est pour réparer ce qu'on a fait et construire un rapport plus pérenne et durable avec le vivant. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Estelle Cruz, docteur en écologie et environnement du Muséum national d'histoire naturelle et chef de projet Habitat bio-inspiré au CEBIOS, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.